Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Hervé Collignon. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Absolument, très bien. D'accord. Bonjour Hervé, comment tu vas? Très bien. Bonjour Julie. Merci de cette invitation et à partager un peu mon expérience, mon humble expérience, et de pouvoir surtout expliquer un peu ce qui me passionne, qui m'a toujours passionné au long de ma carrière. Et voilà. Mais c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir pour nous aussi de te recevoir parce que tu vas éduquer, si on veut, une partie de notre audience. Donc, c'est tout un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour notre audience? Qui es-tu? Que fais-tu, Hervé? D'où y es-tu? Alors, en effet, je me prénomme donc Hervé Collignon. Je suis français. Je vais essayer de vous raconter brièvement ma carrière. J'ai démarré aux États-Unis, à New York, dans une agence qui s'appelle Smart Design, qui fait du design produit. Ça existe encore d'ailleurs. Et ensuite, je suis revenu en France pour monter un studio plus axé sur le graphisme, là, cette fois, à Paris. Et puis, de là, comme ça m'a toujours chatouillé, j'ai voulu faire du design management. Donc, je me suis fixé de rentrer dans des grosses boîtes. Sur les conseils d'ailleurs d'un des associés de Smart Design qui m'avait toujours dit, Hervé, il faudra que tu ailles dans les grosses entreprises pour leur expliquer ce que c'est que le design, parce qu'on manque d'interlocuteurs comme toi chez nos clients. Ce qu'on appelle l'annonceur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Si. Donc voilà. Et sur cette base-là, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'aille faire du design management parce qu'en plus, alors je vais vous le dire très, très humblement aussi, je pense pas que je sois un grand designer graphiste ou produit ou web ou quoi que ce soit. Je maîtrise un certain nombre d'outils, mais maîtriser l'outil, ça veut pas dire que je suis talentueux, créativement parlant. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment poussé à essayer d'explorer un peu quelle méthodologie ou quelle approche avoir pour pouvoir, nourrir ma créativité. De cette expérience, en fait, en agence, donc je suis allé chez l'annonceur et j'ai commencé j'étais chez IBM Europe, Moyen-Orient et Afrique, en tant qu'assistant du design lead, et qui est parti au bout de 6 mois, donc il m'a laissé la voie. C'était génial. Je ne le remercierai jamais assez. Et comme disait l'autre, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les autres, ouais. Mais donc ça m'a bien arrangé. Et puis en fin de compte, ça m'a mis dans une position un peu en avant. Et là, j'ai commencé à comprendre aussi ce que c'était une grosse entreprise, ce que ça voulait dire le leadership, ce que ça voulait dire les différentes fonctions qui font une entreprise. Autant dire que dans une agence, j'étais loin de tout ça, très très loin de tout ça. Et là, j'ai commencé à vraiment comprendre le business. J'avais pas fait de MBA, mais jamais j'ai été autant en contact avec tout ça. Et j'ai compris l'étendue de mon ignorance. Mais l'avantage de connaître l'étendue de son ignorance, c'est qu'à la limite, on sait où aller chercher ensuite. En tout cas, ce qui reste à couvrir. Donc voilà. Donc je suis resté 10 ans chez IBM et puis après, j'ai été chassé par un cabinet à New York qui m'a proposé un poste chez Procter, où je suis rentré là pour 8 ans, près de Genève. Un autre cadre de vie, ça correspondait exactement à ce dont j'avais besoin, donc formidable.
Donc, j'ai emmené ma femme et mes 3 enfants. Mhm. Et nous sommes partis vivre dans les montagnes. C'était génial. Euh, avec des températures l'hiver évidemment, qui n'équivalent pas celles que vous pouvez connaître au Québec ou au Canada. Mais bien froid quand même. Je me souviens d'un -18. Ça faisait froid quand même. Enfin 8 ans bon. plus tard. Et ben justement, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, 8 ans plus tard, non, en fait, 10 ans plus tard, Mhm. on est venu là se mettre au chaud à Dubaï. Changement de Voilà. cadre Donc, complet. alors, quand je raconte cette histoire, en fait, j'aime bien dire que en tant que designer, je cherche toujours à me mettre, à prendre des risques. Alors, pas nécessairement me mettre en danger, mais en tout cas mettre mes sens en éveil. Mhm. Et je pense que quand on est arrivé à Dubaï, on était loin d'imaginer ce qu'on allait trouver. Ok. Parce que comme beaucoup, j'avais des idées préconçues. Alors, j'y étais venu quand même 2 fois explorer un petit peu, mais bon, nos 8 ans ici ont été un roller coaster, pour ne pas dire des montagnes russes. Et, mais petit à petit, en fin de compte, voilà, j'ai réussi à implanter ma société ici, à grandir, à décrocher quelques très très beaux projets, dont l'un, je te l'ai dit, qui est imminent et vraiment qui serait, toi qui fais du CX, c'est pour moi, ce serait vraiment arriver pas au summum, mais en tout cas, c'est une très très belle victoire. Ok. Donc on attend toujours la réponse. On va pas brûler les étapes. Je touche du Ouais. bois. J'ai une table en bois Mais d'ailleurs moi, parce je que tape ici, là, pour du très poids. super. Moi, je suis superstitieux là-dessus, donc je touche du bois. Je me dis au moins. Donc voilà. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, on a fait grandir petit à petit et d'obtenir des projets comme cela, qui sont des projets d'une grande portée, assez longs, où justement, je vais pouvoir ensuite apporter toutes mes connaissances en design thinking. Parfait. Voilà. Bah, merci. Tu disais tout à l'heure, tu as un de tes VP dans ta première boîte qui t'avait dit, on a besoin de gens comme toi pour faire la connexion avec les annonceurs parce que les gens ne savent pas un peu c'est quoi le design thinking réellement. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le design thinking? Alors en fait, le design thinking, c'est absolument pas une recette magique. En fait, c'est très intéressant parce que de nos jours, c'est design thinking par-ci, design thinking par-là. Ah, tu fais design thinking. Ah, maintenant, bon alors. Mais moi, comme j'aime bien avoir un coup d'avance, maintenant, moi, j'aime bien parler de strategic design. Mais ça, je vous expliquerai après. D'accord. Bon, ça répond pas à ta question, mais le design thinking, alors déjà, c'est pas une recette magique. Le OK. design thinking, c'est d'abord, et c'est pas une méthodologie, c'est une approche, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Mhm. D'accord? Et en fait, quand on est designer et qu'on a fait une école de design, c'est quelque chose qu'on vous apprend. OK. J'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que j'ai appris à faire de rien quelque chose. OK. J'ai réussi, mais pour ça, en fait, on m'a appris à questionner, tout le temps questionner. Et moi, il y a une phrase de Socrate, une citation de Socrate que je trouve formidable. C'est ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Mhm. En fait, le design thinking, c'est écoutez, monsieur le client, je ne sais pas. OK. Et je vais apprendre, je vais comprendre. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que l'idée, c'est pas de se retrouver devant un client et lui dire, écoutez, mon coco, Je c'est bien reposais bien la gentil, mais question. je ne sais pas. Alors, franchement, mais vous allez voir, je vais vous aider, alors ça va être génial. Non. Euh, L'idée, en fin de compte, c'est d'arriver et de comprendre, de rentrer dans une position très modeste, humble, OK. d'humilité, à, à dire, mais en fait, vous avez un problème. Je vais essayer de le comprendre, ce problème. Mhm. Et c'est pour ça que moi, quand j'explique le design thinking, je dis, voilà, on a en gros 2 phases. 2 phases dans cette approche. La première, c'est comprendre le problème.
la deuxième phase, c'est comprendre les solutions. Il y a toujours cette notion de comprendre. Okay. C'est-à-dire, en fin de compte, je ne suis pas sûr, je ne suis sûr de rien. Et okay. Ça change quand on va voir un usager ou un client ou un passager ou je sais pas, quelqu'un qui va se servir du service en question, qui va le vivre. Eh bien, ça sert à se dire, non, je suis pas là pour t'imposer, ça va être comme ça. Et puis maintenant, tu fais comme ça. Non, c'est, écoute, si on fait comme ça, dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi si tu penses que ça répond à ton problème. Est-ce que émotionnellement tu connectes? Est-ce que ça soulève tes frustrations ou ça les élimine? Est-ce que au contraire, ça va te bloquer, ça va, etc. Et ça, c'est le design thinking. C'est justement, donc voilà, on va d'abord comprendre le problème. Je sais que je ne sais pas, et une fois que j'ai compris le problème, je vais pouvoir mieux le cerner. À partir du moment où je peux mieux le cerner, je peux créer des solutions pour répondre à ce problème. Mais et c'est très intéressant parce que parfois, il y a des clients qui disent oui, écoute, est-ce que tu peux m'aider parce que ça fonctionne pas. Mais en fait, le problème, c'est pas de savoir que ça fonctionne pas. Le problème est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, la position qu'on va adopter va être radicalement différente parce que on se met dans une position d'écoute, d'empathie, qui va nous permettre d'aller en phase avec le client, l'utilisateur, l'usager. Moi, je déteste parler de customer, de client comme ça, parce que il y a une notion d'argent, d'accord? Okay. Et moi, j'ai en face de moi un être humain, quelqu'un qui utilise un produit. D'ailleurs, le design est une discipline qui étudie les comportements et les usages. Et il faut revenir au basique. Okay. Et donc, moi, la notion de client, je la laisse presque au marketing. Je la laisse à ces gens pour qui, et c'est important pour eux, parce que le bon prix est important. Mais en revanche, il y a une chose que je conteste énormément, c'est de laisser au marketing le contrôle du produit. On dit souvent que le marketing, c'est les 5 P. Alors, il y en a qui en ont 7, 8, 9, 10, je sais pas combien. Pour moi, le produit doit sortir du marketing. En revanche, parce que ce n'est pas au marketing de construire le produit. Alors peut-être que ma compréhension du produit n'est pas la bonne, mais en tout cas dans ma perception, et je l'ai vu pratiquer évidemment dans moult entreprises, il y a une espèce de zone grise qui fait que le marketing c'est arroger la fonction et le pouvoir de créer le produit, et qui, à mon sens, est une énorme erreur. Parce que d'abord, ils sont pas là pour créer les produits, et surtout, c'est au client de créer ce produit. Ouais. C'est lui qu'il faut écouter. C'est pas le marketing en fonction de là où il va le placer, à quel prix, etc. Bon, bref, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense que tu as amplement répondu à ma question. Et puis, d'accord. La dernière phrase que tu viens de dire me fait encore plus, en fait, fait une corrélation directe entre le design thinking et l'expérience client. Parce que comme tu le dis, c'est le client qui conçoit le produit. Et l'expérience client, c'est d'écouter le client. Donc, en fait, ça fait une corrélation quand même assez proche entre les deux, entre le design thinking et l'expérience client. Est-ce que je peux dire à ce moment-là, genre, pas réellement, résumer un peu, c'est écouter, questionner, recevoir et puis proposer? Genre, le design thinking. Oui, c'est alors en fait, tu sais, il y a à peu près 5 phases dans le design thinking. Enfin 5. Je sais pas même pas comment les appeler, parce qu'en plus c'est complètement itératif et complètement tu sais, on dit que le design thinking c'est abductif, d'accord? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas linéaire. C'est pas l'un après l'autre, voilà, c'est en fait tu vas un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu explores. Donc, la première phase, c'est une phase de discovery.
donc de découverte, donc qui implique de l'observation, de l'écoute, du questionnement, oui, beaucoup d'empathie. Et puis à la suite de ça, en fait, on dit qu'après on va define the problem, donc définir le problème. Et même au-delà de ça, en fait, on va recadrer le problème. Parce que le problème avec lequel on a démarré, le client nous ayant expliqué ce que c'est, enfin, quel est de son point de vue son problème, nous, en fait, on va, à force d'observer, de rechercher, de questionner, etc., de torturer finalement la définition de son problème, on va arriver à recadrer exactement quel est le problème. Alors, si j'ai un petit peu de temps, je peux te raconter une histoire qui était assez intéressante. Bien sûr. Vas-y. Une intervention que j'ai eue pour un grand fabricant de matériel valve cardiaque. J'ai passé une journée avec un chirurgien cardiaque. Et la question de mon client était: Hervé, il faut qu'on refasse notre site Internet. Moi, je lui ai dit: pourquoi tu veux refaire ton site Internet? J'ai pas assez de chirurgiens qui s'inscrivent sur le site. Et moi, de leur dire: écoutez, je vais passer une journée avec un chirurgien cardiaque, si ça vous dérange pas, parce que j'aimerais bien le questionner, j'aimerais bien l'observer, j'aimerais bien comprendre. Ils m'ont dit: ok, d'accord, on t'organise ça. Pendant une journée, j'ai suivi ce médecin, ce chirurgien. La seule chose que j'ai pas eu le droit de faire, c'était d'aller en salle des patients parce que je pouvais pas, c'est privé, quoi. Et l'autre chose, c'est que je suis pas allé en salle d'opération. De toute façon, j'aurais pas pu. J'aurais pu, mais j'ai refusé parce que moi, je vois charcuter une opération là, je peux pas. Je serais évanoui. Donc ça, j'ai pas fait. Mais en revanche, c'est vachement marrant parce qu'il m'a invité à venir. Juste après qu'il ait effectué une opération, il m'a demandé de venir quand même près de la salle d'opération pour discuter un petit peu avec lui, etc. Donc, c'était intéressant. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce chirurgien passait environ 20% de sa journée à son bureau à aller chercher de l'information sur Google. Donc, le problème qu'avaient ces usagers du site Internet, c'est qu'en fait, ils étaient constamment en quête d'informations. Mais ce leader mondial de la valve cardiaque, qui pourtant avait un site web, en fait, était un site web totalement passif. C'était un répertoire de tout un tas de vidéos, de trucs. Mais en fait, le moteur de recherche était nul. Mais ça, au-delà de ça, surtout, c'est que, en fait, il y avait autre chose à créer. Et ce qu'on a créé, on a créé tout un écosystème qui permettait aux chirurgiens plus expérimentés versus les chirurgiens moins expérimentés à échanger de l'information avec une modération aussi de la part de ce client. Et ce qui était très intéressant, parce que là, on commençait à créer un écosystème de discussion, en fin de compte, et on permettait à des jeunes chirurgiens d'apprendre des plus expérimentés. Et en même temps, on pouvait, pas influencer, mais venir nourrir la discussion. Et qui allait bien au-delà que de créer un simple site Internet. Donc, en fin de compte, le problème n'était pas le site Internet, le problème était l'information, comment faire circuler l'information. Et là, ça a changé radicalement la donne. Donc, ils avaient une dizaine de chirurgiens cardiaques qui s'étaient inscrits, parce qu'ils savaient exactement, parce qu'on ne pouvait rentrer que avec des passwords, etc. Et ils ont explosé leurs chiffres après. Explosé. C'est-à-dire qu'en gros, en Europe, je crois qu'il y a 3500, 4000 chirurgiens, et en quelques mois, ils ont fait plus de 500 chirurgiens qui sont inscrits. Donc, ça a commencé à... Voilà. Donc, conclusion, le design thinking, c'est plusieurs phases. La première phase, donc, de discovery, ensuite de définition de problème. Ensuite, une fois qu'on a défini le problème, on peut créer
Donc, on va créer de nouvelles idées, mais au moins, on le crée par rapport au vrai problème. Ouais. Donc, si on a la bonne question au départ, on peut fournir les bonnes réponses. Donc, on va créer et ensuite, on part dans une série de prototypage de l'idée pour ensuite la tester. Et comme c'est un système itératif, en fait, c'est un système on ne s'arrête pas. C'est comme l'innovation. L'innovation, on n'arrête pas. C'est pas quelque chose de fini. Ah, ben c'est bon, j'ai innové une fois. J'ai fait l'iPhone, maintenant je peux partir en vacances. Bah non. En fait, c'est quelque chose qui avance toujours et qui a besoin de se nourrir aussi là, on a vu que ça marchait. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça... Après, c'est de l'innovation incrémentale, etc. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. OK. Mais alors, comment, au sein d'une organisation, on crée ce mindset-là? Ça prend quoi? Parce que, tu sais, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Comment on crée ça à l'interne? Une entreprise qui veut se dire... Alors, moi, je vais dire, c'est très simple. La première démarche à faire, c'est de commencer par embaucher un designer. Mais il ne faut pas embaucher n'importe quel designer. OK. Il faut embaucher un designer qui a un regard critique sur sa profession. Okay. Ça, c'est première chose. D'accord. Deuxième chose, qui a un minimum de pensée stratégique. Okay. C'est-à-dire qu'il a un minimum de connaissance de ce que ça veut dire le business. Excuse-moi, je suis désolé parce que je sais que les anglicismes au Québec, non, il n'y a pas de problème. Mais il y a parfois, moi, des mots, j'arrive pas à les traduire. Je ne sais pas comment traduire le business en les affaires, peut-être. Je sais que la plupart du temps, on est habitué maintenant à parler franglais. Donc oui, il faut être très sélectif sur la personne qu'on va embaucher. Parce qu'il faut que cette personne ait un minimum de connaissance de ce que c'est que le fonctionnement d'une entreprise. OK. Parce qu'en fin de compte, en fait, il y a un monde différent entre ces deux mondes. Le monde du business, fait appel à l'intelligence analytique. Alors là, je rentre presque sur des gros mots, mais alors que le designer a plutôt une intelligence intuitive et émotionnelle. Et donc, ces deux mondes ne peuvent pas se parler, à moins d'utiliser justement ce qu'on appelle le design thinking, qui te permet, en fin de compte, d'être à la croisée de ces deux façons de penser. Ce qui est extrêmement intéressant, parce qu'en fin de compte, c'est là où, en fin de compte, on se rejoint deux formes de pensée, on rassemble le cerveau droit, le cerveau gauche, finalement. Et là, en fin de compte, on arrive à des réponses beaucoup plus complètes. Parce qu'en plus, on va faire travailler de manière collaborative les gens. Mais pour pouvoir faire du design thinking, à mon sens, il est important déjà d'avoir un premier pas qui est celui d'avoir un vrai, je ne veux pas dire que les autres sont pas des vrais designers, mais un vrai design thinker, quelqu'un qui est un stratégiste. Et en fait, c'est pour ça que j'évoquais le nom tout à l'heure, ce qu'on appelle le design stratégique. D'accord. Parce que pour moi, ça correspond on réussit à faire, parce que c'est le meilleur moyen pour faire comprendre à une entreprise que le design, ce n'est pas que du style, c'est pas que de l'esthétique, c'est pas que rendre un objet beau, parce que la beauté est subjective, mais en revanche, c'est de rendre un produit intelligent, qui a du sens, qui a un objectif, qui est et qui a un impact aussi d'ailleurs. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'environnement, nombre de designers ferait mieux de se poser des questions sur ce qu'ils créent. Parce que on sait tous que en fait, tout produit devrait être créé avec une finalité en soi qui est celle d'être réutilisé. Mais je sais que c'est pas très commercial pour certaines marques. Mais aujourd'hui, je pense que la jeune génération en est d'autant plus consciente. Voilà. Donc, comment faire pour intégrer du design thinking dans une entreprise? Moi, je dis, il faut commencer par embaucher un designer stratégique, d'accord, et quelqu'un qui va petit à petit, parce que son chemin va être long, il va être terrible. S'il n'a pas le soutien du CEO, s'il n'a pas le soutien du leadership, c'est le mec, il est probablement voué à l'échec. C'est très dur parce que il va aller se
se heurter à des gens qui ne pensent pas comme lui, qui n'ont pas la même façon de penser et qui ne comprennent pas. Mais lui, s'il a ce bagage de la compréhension de la façon dont fonctionne le business, il va pouvoir naviguer petit à petit, avoir des petites victoires qui vont ensuite lui permettre d'obtenir des ambassadeurs, des gens qui vont le soutenir et qui vont s'appuyer sur lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne, à tous les coups, à tous les coups. Okay. Mais voilà, ça réclame quand même certaines conditions. En parlant de conditions et d'approches, est-ce que je sais que tu as un superbe système en fait que tu utilises pour justement créer cette dynamique de design thinking à l'interne au niveau des entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je peux vous en parler. Je peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je déploie tout le plateau de jeu et que ça serait. Je crois que je te l'avais montré la dernière fois et pour te présenter un peu, pour t'expliquer un peu ce que je faisais, mais je vais remettre ça dans le contexte. Le design thinking est pour moi, d'une certaine façon, alors c'est un mindset. Comment dire, le graphisme, le design produit, le web design, le retail design, etc. Tout ça, c'est des outils, d'accord? Le design thinking, c'est complètement transversal, c'est une façon de penser. Mais pour orchestrer tout ça, il faut ce qu'on appelle du strategic design. C'est quoi le strategic design? C'est porter le design au niveau stratégique de l'entreprise. C'est faire comprendre que, et c'est pas faire comprendre d'ailleurs, c'est mettre en place le design comme outil stratégique pour l'entreprise. Okay. Donc, sur cette base-là, donc on a écrit un livre, on espère pouvoir publier bientôt, parce qu'on a créé un modèle, ce modèle qui s'appelle Designance, qui est en fait, à l'origine, a été créé par Brigitte Borja de Mozota, qui est aussi une des co-auteurs du livre, et qui est basé sur un autre modèle qui s'appelle le Business Scorecard, pour ceux qui éventuellement connaîtraient. C'est un modèle qui est très, 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 très simple. Alors, je ne sais pas, est-ce que il y aura de la vidéo ou pas? Il y aura la vidéo YouTube. Alors, pour ceux qui veulent voir, allez sur YouTube. Puis sinon, voilà. On va essayer de vous expliquer au mieux. Voilà. Alors bon, vous allez vous imaginer un cube, d'accord? Là, tu vois. Hein? Ouais. Bon. En fait, un cube, il y a toujours une face en haut et une face qui est en bas. La face du haut, en fait, ce cube représente l'entreprise. Okay. D'accord? Alors en français, on dit tu travailles dans quelle boîte? Eh ben voilà, c'est une boîte. Un cube, une boîte. Voilà. Et une entreprise, en fait, elle est portée par sa vision et la vision, en fin de compte, est portée par, est soutenue par une stratégie. Okay. Cette stratégie, c'est ce qui va finalement permettre à l'entreprise de se projeter, d'avancer, etc. Mais en dessous, donc la face du dessous, je pense, voilà, je pense que les gens verront là, il y a écrit un M. Le M, en fait, représente la mission et donc les opérations de l'entreprise. Donc, en fin de compte, si on avait à résumer, une entreprise, c'est une stratégie, c'est des opérations pour faire en sorte de déployer la stratégie, la faire cascader à travers tout un tas d'opérations qui vont permettre de mettre en place et d'atteindre la vision que l'on a. Pour continuer sur l'histoire du cube, donc de la boîte, eh bien, en fait, on a 4 côtés, d'accord, au cube. Voilà. Ces 4 côtés, il y a 4 symboles dessus. Alors, je ne sais pas si vous les verrez, mais il y a un premier symbole qui est le symbole de la différence, donc différent. Non pas le signe égal, mais le signe différent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, et c'est probablement en fait, ces 4 côtés représentent les 4 puissances du design. Okay. Et ce pilier, cette puissance de différenciation, tout le monde la connaît. C'est une capacité du design à pouvoir se différencier par rapport à la concurrence, se différencier par rapport à l'expérience que l'on vit, à l'usage, à la qualité, etc. Bon, bref. Et donc de devenir distinctif.
Le deuxième pilier, qui est représenté par ce symbole qui représente un dollar, mais au lieu d'être un S, c'est un D. Ce symbole, il représente Good design is good business. Ouais. Alors, c'est une citation de Watson Jr., qui a été le CEO d'IBM, où j'ai traîné mes guêtres. Et en fait, il a dit ça très intentionnellement dans les années fin des années 60. En fait, il a dit le design est indispensable parce que si on veut faire du bon business, il faut du design. Et donc, il faut bien concevoir ses produits. Et donc, ça veut dire que il y a un levier nécessairement de monétisation, c'est-à-dire que un bon produit, il se vend bien. Il n'y a qu'à voir un iPhone, pour ne citer que, ou un Dyson. Un bon produit, il se vend bien. Pour reprendre sur la différenciation, vous voyez bien qu'un Dyson qui est violet, transparent, avec des plastiques, bon, il se différencie, il se distingue. Donc, ce pilier de différenciation, il est bien là. Ce pilier de good business, bah, il est bien là parce que derrière, vous n'avez plus besoin d'avoir des sacs, d'accord? Et derrière, vous avez un produit qui est censé durer plus longtemps, je dis bien censé, et vous avez un produit qui, en plus, vous le faites payer premium. Ouais. Donc, c'est bien quand même là une des dimensions indéniables du design. Parce qu'on vient de pas me dire que c'est que de l'ingénierie. Ouais. Le troisième pilier, c'est un pilier de transformation. Donc, le design a une capacité à transformer, c'est une capacité transformative, centrée sur l'humain. Donc, nous qui faisons du customer experience, c'est indispensable d'être centré sur l'humain. Parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre et de mieux répondre aux attentes de l'être humain, en tout cas de la personne qui utilise un produit ou un service. Donc, c'est cette capacité transformative. Pour ça, en fin de compte, on fait appel justement au design thinking. Ça rentre typiquement dans les activités qui vont être suggérées dans le jeu, dans le modèle, et ensuite le jeu qu'on a proposé. Et puis, cette dernière capacité, c'est la capacité à changer les processus et donc de pouvoir parfois simplifier, de pouvoir éliminer, de pouvoir réinventer, de pouvoir réorganiser des processus, des structures, pour être plus efficace et gagner en efficacité, gagner en simplicité. Donc, voilà, ça, c'est les 4 piliers du design. Et bien, sur cette base-là, on a créé un jeu parce qu'en fait, on s'est dit, on a fait le livre, on a écrit le livre, on a donc créé ce modèle, et on s'est dit, oui, c'est bien, les gens auront la théorie, mais il faut qu'ils puissent le pratiquer. Et donc, pour le pratiquer, on a créé donc ce jeu qui est aussi maintenant disponible en ligne. Je peux faire tourner en ligne, mais entre nous, c'est pas entre nous parce que j'imagine qu'il y a plus d'un auditeur, mais je suis pas un grand fanat du digital et de tous ces, parce qu'en fin de compte, on perd complètement la dynamique, la collaboration, et qui est un des points forts du jeu. C'est qu'il permet à 6 personnes autour d'un plateau, d'avoir de l'empathie par rapport à une fonction, puisqu'autour, ce jeu s'appelle COMEX, d'accord? Pourquoi? Pour comité exécutif. Et l'idée, alors en anglais, on dirait leadership team, en fait, c'est de mettre autour de la table le CEO, donc le PDG, le Chief Finance Officer, le Chief Operation Officer, le Chief Marketing Officer, le Chief HR Officer et le Chief Innovation Officer. Parce que j'ai voulu mettre l'innovation au cœur de ce leadership team. Et en fin de compte, ce qu'on aide à faire, c'est toutes les décisions sont prises de manière collaborative. Il ne s'agit pas de donner tous les pouvoirs à un CEO. Il s'agit de faire en sorte que les solutions naissent de l'expertise de chacun qui vient apporter pour décider de comment faire. Et là, je vais arrêter parce que ça serait trop, on va prendre trop de temps. Je veux pas non plus trop expliquer le jeu. S'il y en a qui veulent, j'ai sur mon site, ils peuvent télécharger une présentation qui expose le jeu, mais
je voudrais juste finir par quelque chose à propos de ce jeu, en disant qu'en fait, ce modèle, on l'a fait valider en prenant des cas du Design Management Institute, que peut-être certains auditeurs connaissent, qui est quand même l'entité de design management la plus connue dans le monde du design, et des design managers tout au moins, et des entreprises. Et en fait, on a pris des cas, des business cases, et on les a fait passer dans notre modèle pour voir si ce à quoi nous avions pensé, on était capable de retranscrire exactement ce que ces entreprises avaient fait, si, en fin de compte, nos combinaisons fonctionnaient, si notre façon d'amener à analyser le cas permettait de valider le modèle. Et on l'a fait à 10 reprises avec Spotify, avec Airbnb, avec Steelcase, avec Decathlon, etc., Alstom, pour ne nommer que. Et ça a fonctionné. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé donc de faire ce livre, c'est d'expliquer justement comment tout ça fonctionne. Mais le jeu a pour objectif d'apprendre à faire fonctionner ce modèle. Et l'outcome de ce jeu, c'est que à la fin, vous avez votre business problème, vous avez défini la stratégie que vous allez adopter pour craquer ce business problème, et vous allez définir toutes les activités que vous allez mettre en place pour résoudre ce problème et amener à la vie la solution. Et ça finit par ce qu'on appelle un roadmap, c'est-à-dire un plan d'action détaillé en comprenant quels sont les impacts que vous allez avoir, tant au niveau environnemental, business, que sur les gens aussi, parce que c'est important. Vous allez avoir toutes les différentes activités avec quels sont les stakeholders, les parties prenantes qui vont venir soutenir ou influencer le projet, parfois négativement d'ailleurs, c'est intéressant de l'anticiper. Et puis on donne sur la plateforme de jeu à chacun des participants 2 tokens, 2 points pouvoir, où ils vont pouvoir soutenir en particulier certaines actions. Donc, à la fin, on a un plan d'action clair, défini, une page, qui vous dit exactement ce que vous devez faire, dans quel ordre, avec quel impact, qui va le soutenir, qui on va devoir influencer. Ça dure 4 heures, et en 4 heures, vous avez un plan d'action, quoi. Ok. Donc, en fait, le but du jeu, en fait, c'est de mettre ensemble ces personnes-là. Est-ce que c'est toujours le comité exécutif ou ça peut être des personnes un peu plus au niveau de la gestion? Ah, complètement. En fait, on a appelé ça COMEX parce que l'idée, et c'est surtout pas d'ailleurs de mettre. En fait, ça c'est assez intéressant comme question parce qu'au début, on avait pour but de vouloir mettre que des C-level, c'est-à-dire des chiefs whatever, d'accord? Eh ben, en fin de compte, on s'est aperçu que c'était pas eux qu'on devait cibler. C'est le middle management. Et pourquoi ça? Parce qu'en fin de compte, on n'est pas là en train de réinventer la stratégie de l'entreprise. On est en train de faire prendre conscience que on peut, même à son niveau, on peut adopter une stratégie, que cette stratégie implique les capacités, les compétences du design pour pouvoir résoudre un problème et amener à créer, à constituer un plan d'action pour pouvoir amener la solution à la vie. Donc, c'est vraiment un cheminement et ce n'est absolument pas, en fait, pour les C-level. Encore une fois, c'est ce que j'avais pensé au début. Alors, je l'ai gardé, je crois, dans ma présentation parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu, on pourrait s'entendre. Mais l'objectif, c'est vraiment, en fin de compte, tout le middle management. Parce qu'en plus, ces gens-là sont les grands oubliés des entreprises. Parce qu'ils sont pris comme étant des passe-plats et finalement, ayant assez peu de pouvoir, ils sont frustrés de ne pas pouvoir influencer la stratégie. Mais on ne leur demande pas d'influencer la stratégie. On leur demande de réfléchir stratégiquement par rapport à une problématique et de découler un certain nombre d'activités.
Et nous, on le fait par le design. Et donc, en fait, avec ce jeu, ça va créer cette habitude de penser en design thinking. Enfin, de dire penser en design thinking, mais de réfléchir, de créer ce mindset-là à ce niveau-là, au niveau du design thinking dans l'entreprise. Oui, en fait, c'est très subversif. Okay. Je dis pas que les entreprises vont adopter le design thinking. En fait, ils vont se familiariser avec les capacités, les compétences du design. Okay. Encore une fois, je dis, moi, mon objectif, c'est pas de mettre en avant le design thinking. Mon objectif, c'est de faire prendre conscience aux entreprises que le design est une fonction stratégique pour eux. Okay. S'ils veulent améliorer leur business ou même faire grandir leur business, en fait, le design est devenu aujourd'hui un élément indispensable. Et si, par exemple, ils ne s'attaquent que à la dimension de différenciation, eh bien, ils vont passer à côté de quelque chose. Okay. Ça sera intéressant pour eux quand même, ça sera peut-être un premier pas. Mais en revanche, ils marcheront, mais avec une chaussure qui n'aura pas de talon, quoi. Donc, ça va être difficile, quoi. Ils vont claudiquer. Parfait. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous détailler, en fait, c'est quoi ton site Internet si les gens veulent avoir plus d'informations par rapport à ce jeu, par rapport à cette manière, cette approche? Alors, c'est hooksdesign.com. Hooks comme un crochet. H-O-O-K-S, design, comme design, .com. Voilà, .com. Je pense que si tape hooks.fr, ça passera aussi, parce que c'était l'adresse originelle que j'avais quand j'ai créé la société en France. Mais voilà, ils peuvent aller indifféremment sur l'un des deux. Écoute, merci beaucoup Hervé. Ce qu'on va faire, on va mettre les détails justement du site Internet et ton LinkedIn justement dans la description pour que les gens puissent, si ça les intéresse, y avoir accès. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris beaucoup. C'est sûr que l'épisode était plus long que d'habitude, mais il était tellement passionnant qu'on n'aurait pas pu l'arrêter en cours de route. Alors, merci beaucoup. Merci Hervé et on se retrouve dans le week-end. Merci beaucoup.